Bonsoir les gens, avant de commencer cette vidéo, j'ai des remarques importantes à faire. Tout d'abord, cette vidéo n'est pas une spéciale manga, j'entends par là que l'écriture et le montage sont trop différents par rapport à mes standards actuels. Le sujet que je traite ne me passionne pas ni ne m'inspire, et j'assume très mal ce travail minimaliste. De deux, je vais donner mon avis critique de No Game No Life de façon complètement partiale, et cet avis, beaucoup de gens ne le partagent pas. Les plus immatures m'insulteront sûrement, mais bon, je suis plutôt habitué. Numéro 3, pour que ma critique n'ait pas l'air d'un blâme gratuit digne d'un fanboy ou d'une membre des Social Justice Warriors, je parlerai avec un ton assez posé et je me limiterai dans mon langage. Ça veut dire qu'il n'y aura pas masse de vulgarité ou d'interjection. Quatrièmement, j'aimerais que vous fassiez de même et évitiez l'acharnement verbal dans les commentaires de la vidéo. Allez, on commence! Si vous croyez que ce sont les animés comme Lovina, To Love Ru, Keion, Haruhi Suzumiya ou SAO qui sont responsables de la stupidité toujours plus abyssale qu'on trouve dans les animés de saison, ben ce n'est qu'en partie vrai. En fait, l'animation japonaise souffre de tellement de fléaux que pour la décrypter, il nous faudrait un documentaire entier qui raconterait comment le média a évolué des années 90 à nos jours, que ce soit dans sa production, ses produits, son marketing, son système économique et j'en passe. En gros, le média a littéralement explosé depuis le milieu des années 2000. Il pesait déjà assez lourd, mais le tournant qui a été pris est décisif et irréversible. Passant au genre de No Game No Life, il faut savoir que l'adaptation animée de SAO a provoqué un tollé dans la communauté geek et otaku avec son succès commercial absolument énorme malgré certaines critiques qui ont ciblé les défauts intrinsèques de l'animé. Mais ce que ces critiques ignoraient à l'époque, c'est que la valeur ajoutée colossale engendrée par le produit SAO allait donner naissance à un genre d'animé qui, comment le dire en restant poli, ce genre est un cancer. Littéralement, c'est une tumeur de Krukenberg. Je ne sais pas par où commencer en m'attaquant au genre, mais il suffit juste de parler du personnage principal qui est mis en exergue pour voir le poteau rose. Vous aurez un otaku associable qui veut pécho, il sera abducté ou transporté dans un monde semblable à son jeu préféré. Ce dernier sera un MMORPG tout coloré avec plein de filles sans personnalité qui s'intéressent qu'aux gens skillés. Et en parlant de skill, le héros est tout le temps OP et il doit finir le jeu. Sinon, il se passe un truc. Ce postulat de base est très simple, voire même un peu stupide. C'est un tour de magie qui ne fonctionne qu'une seule fois et ce uniquement grâce au bénéfice du doute. Mais ce n'était déjà plus supportable avant l'arrivée de No Game No Life, surtout quand on sait que les jeux vidéo ont toujours eu droit à des adaptations minables dans les médias via les reportages de propagande, les navets cinématographiques réalisés par Uwe Boll ou Paul W.S. Anderson et... ça... Attention, je ne dis pas qu'adapter en animé une œuvre qui parle de jeux vidéo sera forcément horrible. Serial Experiment Lane, un manga bien trop en avance sur son époque, était à la limite du chef-d'œuvre par son style unique et son traitement psychologique des personnages absolument théâtral et sous-jacent, avec son message bienveillant qui met en garde contre notre rapport au monde virtuel. Sinon, il y avait aussi Ptoum, qui déchirait sa maman. J'ai même fait des achats compulsifs du manga. Je sais que ça vous vous en foutez, mais moi, fallait que je le dise. Eh oui... Alors, quel est mon problème avec cette tendance? Il faut savoir que la tendance en elle-même, c'est juste le sommet de l'iceberg. En fait, de façon plus large, le thème du transport volontaire, ou l'abduction d'un personnage dans un univers différent du sien, est une thématique qui existe déjà, sans nécessairement prétexter une écriture aussi nulle et aussi peu originale. Et puis, l'arc Grid Island de Hunter x Hunter a déjà bien exploré ce thème avec tous les enjeux liés à notre rapport à l'amusement, aux jeux vidéo, sans pour autant nier que les conséquences, ben, ça existe! On avait à l'époque eu droit à ça pour Bleach et Inuyasha également. Et devinez quoi? Ben, dans Bleach et Inuyasha, il n'y a pas de jeux vidéo. Après, quand on voit le support d'adaptation de ces animés de jeux vidéo, on se dit qu'on ne volera pas haut, mais pas du tout, quoi. C'est souvent adapté de light novel. La traduction mot à mot en français du light novel est un roman léger. Ça désigne des romans écrits par des artistes assez peu inspirés. J'ai même ma théorie farfelue, comme quoi ils rempliraient carrément des bandes commandes. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est ce cher No Game No Life. L'adaptation animée est gérée par Madhouse, un géant du milieu qui a fait ses preuves avec les œuvres suivantes. Alors nous, ben on est confiants. Je résume rapidement le pitch, même si le manga est connu de beaucoup de gens. On suit l'histoire d'un duo, un frère et sa sœur, respectivement Sora et Shiro. Tous deux sont des hikikomori qui vivent constamment enfermés chez eux, coupés du monde. Sur le net, ils sont surnommés les Blancs et sont imbattables dans tous les jeux en ligne auxquels ils jouent.
Puis, ils gagnent un jeu contre un inconnu et ils se font transporter par ce dernier dans un monde où les guerres et les conflits n'existent pas. Ce sont les jeux qui dictent les lois et qui façonnent la société. Alors, nos protagonistes vont s'y aventurer pour y remporter tous les défis. Voilà. C'était le synopsis de l'animé. C'est très simple et vous remarquez vite que c'est très peu différent du pitch d'un animé de type Isekai. No Game No Life était très attendu par la communauté comme étant un animé original qui redéfinirait le genre Isekai. Quelle naïveté. Après, je suis taquin et tout le monde a eu droit à ce qu'il voulait, non? Eh ben, sachez que mon problème réside là-dessus. Je suis un homme en colère. Avant de prendre position, je vais rapidement défendre l'opinion des fans. No Game No Life, ça part d'une idée brillante, celle d'un monde fantaisiste et magique où on bannirait les combats. Tout se résoudrait en jouant à des jeux où ce qui prime est l'intelligence de chacun. L'univers est fantaisiste, magique et coloré. Les jeux qui y sont joués sont imbibés d'un facteur de sorcellerie, qui corse les jeux et qui leur donne une dimension épique, avec un tout petit peu de RNG. Les jeux sont le thème principal de l'animé de No Game No Life et le fait d'y mettre en scène 2 personnages au lieu d'un, qui plus est très marginalisé du simple contact humain, ça change beaucoup de choses. Il y a une réelle dualité chez ces deux-là. D'un côté, la médiocrité, ils sont paumés, assistés, insociables, mal élevés et peu débrouillards, et de l'autre, le génie. Ils sont de fins analystes, ils sont adaptatifs, ils ont une vision et une intelligence de jeu qui dépassent la normale et sont bizarrement bons à cerner les gens. Les deux occupent l'écran en même temps sans que jamais l'un fasse de l'ombre à l'autre ou lui serve de faire valoir. C'est une petite prouesse à saluer que de réussir à créer un vrai duo qui partage en deux le temps d'écran sans forcer. Bon. Il est à présent l'heure pour mon professionnalisme de prendre congé. On va arrêter de brosser les gens dans le sens du poil, et à présent, place à ma critique personnelle. Je pense que No Game No Life est l'un des pires animés que je n'ai jamais regardé. Sans aucune exagération. J'ai de multiples arguments contre No Game No Life. Premier défaut à pointer, il vous saute littéralement aux yeux, c'est à l'image. La colorimétrie est absolument dégueulasse. Cette gestion anarchique des couleurs, flashy, c'est agressif et en plus de ça, ça sature sur la gueule des personnages. C'est horrible, il y a du rose partout. Ah, il est quand même pas mal le nouveau clip de Katy Perry. Ce joyeux bordel coloré est d'autant plus incompréhensible vu que rien ne le justifie dans l'histoire et que l'exécution est ratée. C'est tellement surdosé que ça se reflète sur les lunettes. D'un coup, l'image devient nettement moins lisible. Et le chara-design. Ah! Les personnages sont vraiment laids, les yeux sont hyper globuleux, les traits du visage sont inexistants et il y a une absence totale de relief. Enfin, si, il y en a. Là où on veut bien le dessiner. C'est le défaut amplifié du chara-design dans School Days, avec en plus l'étalonnage mal dosé. Ça crée un sentiment inconscient où j'ai du mal à imaginer une seule seconde que les personnages qui occupent l'écran soient réellement des êtres humains, avec leur complexité, mais en plus leur personnalité, les dialogues, le doublage, l'écriture globale du script me portent le coup de grâce. Là, on évoquait des problèmes liés à l'aspect physique, mais il y a encore matière à creuser, comme l'excès de fanservice, le fait qu'il n'y ait que des greluches stupides et nudistes qui occupent l'antenne de la pire des façons. En fait, No Game No Life, c'est juste bourré de clichés immondes qui tirent vers le bas les spectateurs. Mais après avoir vu les premiers épisodes, plutôt les mauvais moments que j'ai passés à regarder ces épisodes en me faisant masse violence, je réalise que c'est bien pire que ça. Il y a des propos malsains derrière toutes ces démarches mercantiles. Alors, je ne suis pas un extrémiste de gauche amateur d'écriture inclusive, loin de là, mais ça dépasse mon seuil de tolérance. Voilà ce que je retiens qui m'alerte. Premièrement, les filles présentes sont toutes niaises, émotives et ou stoïques, parce que l'équilibre c'est pour les chiens. Qui plus est, elles font de l'exhibitionnisme et sont moins intelligentes que Sora, qui est le seul homme de la série, et qui, comme par hasard, gagne à tous les coups. J'ai envie de dire que Shiro est là, mais elle est bien trop dépendante de Sora pour qu'on puisse la sortir du lot. Donc, si on récapitule, Sora, il est classe, Sora, il est intelligent, Sora, c'est le mal alpha, et vous lui êtes toutes soumises et toutes inférieures. Alors, dans le langage courant, on appelle ça de la misogynie, et par extension, du sexisme. Deuxièmement, c'est le personnage de Sora. Je disais que le duo, les Blancs, était différent des autres personnages typiques de ces animés modernes. Désolé, j'ai menti. Individuellement, ce n'est pas le cas. Sora, c'est le geek frimeur, détestable, espiègle, mal élevé, dont le caractère de pourri gâté est entretenu par le côté lèche-botte de l'univers de No Game No Life, qu'il acclame comme le messie, le mal alpha, le roi, le sauveur. Un personnage aussi détestable est pénible à suivre, d'autant plus qu'il a le malheur d'être doublé par Monsieur Yoshitsugu Matsuoka, qui est le comédien le plus victime de typecasting dans le milieu.
Il doublera tout le temps les mêmes personnages, ça accentue le côté doublant et interchangeable de ces séries. C'est d'ailleurs pas pour rien que vous le retrouverez dans beaucoup de navets. Attention, ça ne veut pas dire que sa carrière est un potager. Il fait de l'excellent boulot. Il double aussi dans de belles séries à drama, comme Sakurazo no Pen Nakanojo, où le duo de personnages principaux s'appelle Sora et Shiro, avec exactement le même casting de doublage. Mais je trouve quand même bizarre, voire ironique, que dans le pays de la bienséance et du respect, on puisse soutenir des personnages centraux qui véhiculent et transmettent des valeurs nocives, sans que jamais il n'y ait un quelconque retour de bâton. Troisièmement, c'est Shiro. Son chara-design digne d'une poupée est bien trop perché pour que j'en ai quelque chose à foutre. Cependant, il y a plus important, le fait qu'elle soit cadrée de façon honteuse. Je vais être bref et direct. À mes yeux, se permettre de cadrer une petite fille dans des plans équivoques dans une série tout public est scandaleux. C'est vrai qu'il y a une tension d'amour au sein du duo que la série laisse supposer. Mais ça justifie pas cette merde, quoi. Je vais pas en faire des caisses sur l'inceste, car je suis algérien, donc très mal placé pour gueuler. Et puis, cette relation, c'est du flan. Comme tout le reste de la série, j'ai envie de dire. Bon, au point où on en est, pourquoi pas chipoter un peu plus? Les dialogues sont écrits avec les pieds, le monde entier surjoue à mort, il n'y a aucun suspense, les héros gagneront toujours, comme là-dedans. L'humour est au niveau d'un sketch minable issu du Jamel Comedy Club, avec en prime mes yeux qui pissent à cause de la balance des couleurs, et les acouphènes que vous allez vous choper à cause du ton très criard de No Game No Life. Et ne me parlez pas des références, s'il vous plaît. La plupart du temps, elle débarque comme un cheveu sur la soupe avec la subtilité d'un troupeau de buffles. Tout est gras en fait. Cette série est une gigantesque blague de Toto pas drôle pour un sou et qui dure 12 épisodes. En conclusion, No Game No Life, c'est une idée assez insolite qui aurait été la bienvenue si le manga voulait nous raconter une réelle histoire, avec ses divers messages qui auraient gagné à rapprocher ce monde du nôtre et à donner à tous ces personnages un semblant d'humanité. Mais que nini, c'est le grand cumul des défauts de ces animés de merde qu'on nous distribue à la chaîne depuis plus de 10 ans. C'est laid, c'est vulgaire, c'est stupide, c'est racoleur, c'est sexiste, c'est mercantile et c'est malsain. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti une vidéo de ce genre où mon avis apporte un réel contrepoids à l'opinion publique globale. Je suis friand de ce média qu'est l'animation japonaise et ce n'est pas mon genre de saké comme ça. Si un manga est cool, je saurais le reconnaître. Mais pour moi, No Game No Life, c'est un nom définitif. Même si je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, j'espère au moins vous avoir donné envie de vous exprimer là-dessus. Bon, à la prochaine pour une meilleure vidéo. Enfin, j'espère.